Bien, bonjour à tous, troisième émission de Zine TV. On n'a pas fait d'émission depuis fin décembre de Zine TV, mais on a fait Akazine en janvier. Donc on a un petit peu traîné en février. Alors aujourd'hui, une émission assez courte qui va faire 1 heure, avec quand même deux invités, deux interviews. Alexandrine Bonoron qui va nous parler de sa pratique d'édition de fanzine, mais aussi de ses recherches. Et ensuite Maël Ranou qui est éditeur de fanzine de BD, le fanzine Gorgonzola, et également qui s'occupe de la maison d'édition L'Égouttoir à Laval. Et puis on terminera avec les actus, et notamment un fanzine que j'ai reçu il y a 2 3 jours, qui s'appelle Makerzine. Ce sera l'occasion d'en parler avant éventuellement d'inviter ses concepteurs, conceptrices dans une future émission. Donc eh bien, on va commencer tout de suite avec l'interview d'Alexandrine Bonoron. Bonjour Alexandrine Bonoron. On t'accueille aujourd'hui dans Zine TV. Tu vas nous parler de fanzine. Tu produis toi-même des fanzines, et je crois aussi que tu fais de la recherche sur les fanzines. Tu peux nous en parler un peu plus? Alors, effectivement, je suis actuellement en deuxième année de thèse à l'université Rennes 2 en arts plastiques. Et je prépare une thèse sur les évolutions des fanzines, leur rapport à la politique, au monde de l'art et à la culture populaire. Et donc je travaille aussi sur la patrimonialisation de ce fonds, des fonds spécifiques liés à ce type d'imprimerie. Voilà pour la thèse. D'accord. Et tu fais des fanzines? Mon rapport au fanzine, en fait, il est né lors de mes études à l'école des Beaux-Arts de Caen. Donc c'était entre 2003 et 2006. Et c'est là que j'ai commencé un petit peu à faire des fanzines, mais que je n'ai pas du tout présenté lors de mon diplôme. Donc c'était une pratique un petit peu sous-jacente, on va dire. Puisque dans mon diplôme, je travaillais plutôt sur des choses comme ceci. Donc c'est vraiment des éditions où je travaillais plus sur la typographie que je détournais, notamment avec des titres de faits divers, etc. Et donc à côté, j'ai commencé à faire des fanzines donc, comme La Feuille de Chou. Donc là c'est le numéro 1. Donc c'est juste une feuille A4 qui est pliée en deux, où on a un petit texte humoristique, une photographie et une légende, en fait, si on peut dire, qui donne un tout autre aspect à la photographie. Je faisais aussi des petits stickers, donc un sticker par feuille de chou. Lors de ma troisième année, j'avais fait La Feuille de Chou année japonaise. Donc c'est beaucoup plus clean que l'autre feuille de chou. J'ai commencé également à faire des fanzines sur la typographie parce que c'était mon intérêt premier. Donc j'ai notamment sorti plusieurs numéros de Sans Sérif. Donc là c'est notamment sur les linéales, donc où je mettais en fait les caractéristiques des polices de caractères qui appartiennent à une famille de caractères, et puis des lettres en fait que j'avais inventées avec des alphabets spécifiques à une certaine famille en fait. Donc une recherche en fait qui est artistique. Tout de suite, ça a Oui. été le fanzine pour toi, ça a été un moyen de quoi, de diffuser ta recherche artistique? C'était un moyen de diffusion, oui, un moyen de diffusion extérieur à l'école, notamment. C'était aussi un moyen en fait de parler de choses dont j'avais envie de parler au niveau artistique, mais dont je n'osais pas parler à l'école parce que j'avais peur que ce soit pas très bien considéré, etc. On peut jamais être bien sûr en fait, ça dépend des profs, etc. Et tout de suite j'ai vu en fait. Je te coupe. Du coup, c'est Oui. intéressant. Ça veut dire que le fanzine a une place qui est encore un petit peu ambiguë dans les écoles d'art. On ne sait pas trop si c'est légitime ou illégitime. En tout cas, à l'époque, c'était un petit peu compliqué. Donc en 2005-2006. Je pense que depuis, ça s'est grandement amélioré. Il y a plus de master éditions, par exemple, qui sont créées dans les écoles d'art. Enfin, je pense à Rouen et à Caen, par exemple. Voilà, où le fanzine est plutôt bien accepté, en fait. Mais à l'époque, on n'était pas encore, voilà. C'était pas vraiment dans les mœurs, on va dire. Et donc forcément, j'avais envie dans les fanzines en fait, de parler d'art, tout simplement. C'est vrai que j'ai jamais fait de fanzine, par exemple, j'ai jamais fait de fanzine musicale, alors que la musique a toujours fait partie de ma vie, mais non, j'avais vraiment cette envie de faire de l'art avec le fanzine, en fait. Et ton Donc, premier du coup, fanzine en fait que tu as découvert, je ne sais pas où d'ailleurs, c'était quoi?
Alors, en fait, j'ai découvert le fanzine suite à la découverte d'un livre qui était dans la bibliothèque de mon père, qui est le fameux Do It de Jerry Rubin. Et donc, à partir de là, je me suis intéressée à la free press américaine et de fil en aiguille, en fait, au fanzine. Voilà, enfin, tout coulait un petit peu de source, en fait. Voilà. C'était suite à ça. Et c'est d'ailleurs toujours un livre marquant, hein, puisque j'en parle dans ma thèse. Hein, le Do It, c'est fait un petit peu figure de manifeste, on va dire. Par contre, alors le seul, on va dire, fanzine vraiment que j'ai réalisé avec un thème qui est récurrent dans les fanzines, qui est lié au féminisme, c'est Birds. Voilà. Donc où on a, donc c'est un mélange en fait d'un texte très dense, un petit peu académique sur un thème qui est lié au féminisme et avec de la BD. Voilà, donc je faisais tout, hein, évidemment, tout, ouais. de A à Z. Hein, je fais toujours tout en fait, hein, dans mes fanzines. Toujours c'est un travail que tu fais toute seule ou c'est aussi un travail collaboratif? Non, là c'était un travail toute seule. Ça a longtemps été un travail seul en fait, mais depuis quelque temps, j'essaye de collaborer en fait à d'autres fanzines. Par exemple, il y a le Nowhere Fast fanzine qui est édité à Caen, qui est un fanzine sur l'architecture. Le numéro 4 va sortir, donc c'est moi qui ai écrit la préface par exemple, je collabore avec Jérémy. Et puis je vais avoir aussi une participation dans le prochain numéro de Polysème magazine, alors qui est un hybride, hein, on va dire, entre le fanzine et la revue indépendante. Mais ça, c'est assez récent. C'est vrai que ça a plutôt été une pratique solitaire, entre guillemets, pendant assez longtemps. Et alors j'ai repris un petit peu, parce que comme j'ai été libraire galeriste, il y a eu toute une période de ma vie où j'avais pas assez de temps, en fait, hein, tout simplement pour créer des choses que je considérais comme abouties. Donc je m'y suis remise il y a pas longtemps, et notamment à travers la thèse, avec notamment des choses comme ceci. Donc ça c'est Glama. Et là en fait c'est parce que j'aborde dans ma recherche tout un pan en fait sur la réutilisation des images qui font partie des réseaux sociaux et qu'on partage sur internet. Donc là en fait c'est quelque chose, Glama c'est sur les maquillages des drag queens. En fait. Donc là, c'était en très grand format, c'est la première édition, donc celui-ci c'est celui de août 2020. Mais comme il a eu pas mal de succès, j'ai vendu tous les exemplaires, donc en fait je le réédite en petit, cette fois-ci, en petit format, et avec plus de pages, en fait. Voilà, avec beaucoup plus de pages. Revue et augmentée. Voilà, c'est ça, c'est l'édition revue et augmentée. Et pratiquement en même temps que Glama, j'avais sorti Creamy. Alors, Creamy. Hop. Donc ça, c'est 2020 Creamy. Aussi j'ai pas c'est entendu. Également 2020? Ouais. Ça, c'est 2020 aussi. Donc le confinement voilà, a eu du bon Creamy, le confinement a eu du bon chez toi pour la production de fanzine? Oui. Attends, je vais montrer. Hop, voilà. Creamy. Ah, oui. En fait, dans Creamy, je m'intéresse un petit peu à la vision de la nourriture qu'on peut avoir en fait sur les réseaux sociaux quand on partage des visions de nourriture qui paraissent tout sauf réelles en fait ou réalistes. Et là, pareil, en fait, il a eu du succès. Donc, je l'ai ressorti. C'est super creamy avec encore plus de sucre parce qu'il a beaucoup plus de pages. D'accord. Alors, comment est-ce qu'on peut avoir du succès avec des fanzines? Comment tu fais pour les distribuer? D'autant plus que l'année 2020 était un petit peu compliquée où quasiment tous les salons ont été annulés. Alors, souvent, je passe par les réseaux sociaux. Souvent via Instagram en fait. Je suis pas la seule, hein, le Hibou Print Club fait pareil, c'est-à-dire que quand on a une édition en vente, moi je fais une photo, je la partage sur Instagram. Après je mets toujours contact en MP, etc. Donc les gens contactent en MP et on fait un petit peu comme ça via la poste en fait. Okay. Ça marche plutôt bien. Ouais, vente directe via les réseaux sociaux essentiellement. Ouais. D'accord. C'est comme ça. Quand il n'y a pas de salon, évidemment, parce que le salon, ça reste quand même voilà, l'endroit un petit peu à privilégier, ne serait-ce que pour les rencontres, hein, évidemment. Tu avais d'autres fanzines à nous présenter? Alors, qu'est-ce que j'ai? Alors, je fais aussi
des zines posters, en fait. Alors, on va prendre celui-ci. Alors c'est en petit format, c'est une feuille A4 en fait, qui est pliée plusieurs fois. Donc c'est le pourquoi du comment du pourquoi. Donc on a toujours un petit texte. C'est toujours sur la nourriture. C'est quelque chose qui est récurrent. Chez moi, vous remarquerez. Voilà. Donc Kras, c'est sur le Queen Amman, parce que j'ai pris les spécialités bretonnes. Donc voilà, un petit texte sur le Queen Amman. Et hop, en fait, ça se déplie en affiche. Wow. Et c'est quoi comme impression? C'est de la sérigraphie? C'est non, impression numérique? Du tout, c'est de l'impression bureautique, voilà, classique. Donc laser. En l'occurrence, c'est du laser. Donc là, j'ai apporté le petit format, mais je le fais aussi en format A3. Mais là, j'ai apporté le petit, et voilà. Pour l'instant, enfin, il y en a plusieurs. Le gicht, le cidre, pour ceux qui ne parleraient pas breton. Alors du coup, tu fais des tirages d'à peu près combien? Alors, en principe, je fais à peu près une vingtaine de tirages. Enfin, pour le pourquoi du comment du pourquoi, je fais plus parce que c'est juste une feuille recto verso, donc évidemment ça coûte moins cher. Pour des choses comme Creamy, je fais à peu près une vingtaine d'exemplaires. Et puis je réimprime voilà, autant de fois que je veux en fait. Hein. Je mets pas de limite dans l'impression. En décembre, j'ai sorti un hors-série de la revue Glama que j'ai montré. Ouais. Donc là, c'était un hors-série. Alors, je sais pas si on va bien voir. C'est un peu pailleté. Ah, d'accord. Voilà. On voyait pas, ça scintillait pas. Mais je vais rajouter un effet paillette. Voilà. C'était pailleté. Et donc, c'était un hors-série sur le glam goth. Ah. Donc, il y a beaucoup de pages où, en fait, j'ai pris des images donc, de choses qui sont relatives en fait à l'aspect esthétique du glam goth. Je les ai retravaillées pour leur donner cet aspect photocopie, parce que quand j'étais ado, j'étais très orientée glam goth, et j'avais plein de petits carnets où je collais des choses, etc. Et ça m'a fait penser à ça, cet aspect photocopie en fait, qui entre en ligne de compte souvent dans le fanzine. Alors, donc j'avais envie de... Glam goth, tu définirais, c'est contemporain ou c'est à partir des années 70, 80, 90? Je pense que le glam goth, il a pris vraiment son envol, on va dire, plutôt dans les années 80, même s'il s'inspire de choses qui existent avant. C'est un gros mélange en fait, hein, parce que on va dire que les figures féminines essentielles du glam goth, ça va de Siouxsie à Morticia Adams, Vampira, etc. Donc il y a des figures comme ça qui sont plus anciennes comme Vampira, mais je pense que vraiment années 80 ça a vraiment commencé, et ça ne cesse de se développer. Aujourd'hui on a tout un aspect vintage aussi qui rentre en ligne de compte dans le glam goth. D'accord. Donc c'est assez intéressant. Dans ce hors-série là, c'est c'est un petit peu historique, c'est toutes les figures du glam goth depuis 40 ans à peu près. Ouais, voilà. Juste en image, pas de texte cette fois. Cette fois, j'ai pas fait de texte, c'est que en image. Et donc du coup, comme il y a eu les fameux confinements, et que donc toutes un petit peu les hardbook fairs, les in fairs ont été annulés, moi ça m'a donné l'envie en fait de faire The Covid Hardbook Fair. Donc en fait c'est une pochette, elle n'est pas encore terminée, j'ai juste apporté quelques éditions. C'est une pochette avec plusieurs éditions à l'intérieur, un peu humoristique en fait, qui parle de voilà comment on fait une hardbook fair en période de confinement, comment on continue d'éditer sans public en fait. Ouais. Tout simplement. Donc là, j'ai juste apporté les 2 premières éditions. Et au niveau de la forme, ça rappelle vraiment le fanzine, puisque voilà, c'est vraiment de la photocopie avec une rangée d'agrafes voilà, sur le côté. Donc là, c'est hashtag Teacher as Medium. Et en fait, ce sont des images sur les réunions en visio, des images qu'on a vu circuler sur Twitter ou autre, voilà, avec un aspect, je voulais vraiment faire quelque chose pour une fois en fait de très très rapide, parce que souvent je prends du temps pour réaliser un fanzine en fait, et là pour le coup je voulais vraiment faire quelque chose voilà, d'un petit peu plus brut entre guillemets sur le rendu. Et la deuxième édition, donc c'est celle-là, avec ou sans webcam. Voilà. Ok. Oui. Voilà, donc
Donc ça sera un mélange, il y aura des petites éditions, etc. Mais des choses faites de manière très rapide, dans l'urgence un petit peu. D'accord, super. Alors, tu as dit une chose, tu as dit c'est vraiment un fanzine parce que photocopie agrafe. Pour toi, c'est deux éléments importants de définition du fanzine? Alors, ça dépend si on définit le fanzine comme une forme ou comme un fond. En fait, je sais qu'il y a des gens qui définissent le fanzine par son contenu, tout simplement, et il y a des personnes qui vont plus définir un fanzine selon la forme. Alors moi j'ai tendance aujourd'hui plutôt à le définir en termes de fond, parce que évidemment les techniques ayant évolué, la forme aujourd'hui d'un fanzine, elle peut être assez multiple, même si c'est plutôt ce type de format qu'on retrouve pour des raisons pratiques, bien sûr. Mais là, en fait, c'était un clin d'œil à la forme originelle du fanzine, quelque chose de photocopié assez rapidement, agrafé au bureau en détournant les photocopieuses du patron, du voisin, ou que sais-je. Voilà. Ou de la fac. Bon, merci Alexandrine. Où est-ce qu'on peut trouver donc toutes ces éditions? Sur ton compte Instagram, tu disais? Ouais, sur Instagram, c'est studio.artus avec 2 A, A-A-R-T-U-S. Voilà, il y a un petit peu de tout. Et je fais aussi des liens. J'ai également un blog où je parle d'édition, de choses imprimées de manière multiple, pas seulement des fanzines ou des livres. Ok, les liens s'affichent là, juste en dessous de moi, ils sont en train de s'afficher. D'accord. Donc on peut trouver tout ça et même plus en fouinant un petit peu. D'accord. Merci beaucoup à toi. Et puis à une prochaine dans Zine TV pour les nouvelles éditions. Et peut-être, puisque je vais en parler tout à l'heure, on te retrouvera fin août à Saint-Malo pour le Wild Zine Saloon, la 2e édition. Donc normalement 28-29 août, samedi, dimanche, pour terminer l'été. À bientôt. En espérant qu'on n'aura plus besoin de masque. Non, ça va aller. On va croiser les doigts. À bientôt Alexandrine. Au revoir. À bientôt, merci. Voilà, donc on se retrouve après, merci Alexandrine, après cette interview d'Alexandrine Bonneron. Je vous invite à aller voir sa page Instagram, Studio Artus, très beau compte Instagram avec vraiment de très jolis fanzines. On va enchaîner avec Maël Ranou. Maël Ranou qui fait donc un certain nombre de fanzines, il va nous expliquer ça, dont Gorgonzola, un égosine aussi, un jeune homme très poli. Puis qui édite des fanzines, ça c'est avec les éditions L'Égouttoir. Donc je donne la parole à Maël qui est très bavard, j'ai un petit peu édité l'interview, mais il avait plein de choses à nous raconter. Bonjour Maël Ranou, alors aujourd'hui tu vas nous parler de l'histoire un petit peu des fanzines de BD. Tu es bibliothécaire à Laval, en Mayenne. Tu es également éditeur de fanzines de BD avec l'association L'Égouttoir qui édite notamment Gorgonzola. Et puis tu es également doctorant, tu fais une thèse sur la bande dessinée qui parle un petit peu de fanzines. Je crois que tu vas nous en reparler un peu plus longuement. Donc comment c'est venu chez toi le désir de faire des fanzines et comment est-ce que tu as commencé? J'ai commencé très tôt. Alors en fait, pour reprendre même l'histoire complètement à zéro, alors des fois les gens ont lu cette histoire quelque part et du coup ont mal compris. Mais alors, enfant avec mon frangin, on faisait toujours des petits magazines à nous deux. En fait, depuis tout, on a retrouvé un des deux qu'on avait 5 ans. Il écrivait le texte, faisait les dessins, puis derrière on l'agrafait vraiment comme un magazine. On lisait beaucoup Spirou, Pif de mes parents ou les Journal de Mickey. Enfin voilà, on lisait beaucoup de presse. Et c'est vrai qu'on faisait des albums et on faisait des magazines, quoi. C'était à un seul exemplaire, bien sûr. Hein, c'était pas reproduit à l'époque. Et en fait, ceux qu'on faisait au collège s'appelaient les Gouttoirs. Alors, je sais pas pourquoi. En fait, on ne sait pas d'où vient ce nom, mais il s'appelait comme ça, nos fanzines. Et donc, quand j'étais au lycée, en seconde, on a fait une période assez difficile à vrai dire. Pour moi, j'étais viré du lycée, voilà, des choses assez. Et avec mon frangin, on a fait un fanzine. Mais là, à 100 exemplaires, photocopié au coin de Laval, chez un reprographe, chez qui je vais toujours aujourd'hui, de temps en temps d'ailleurs, pour mes petits fanzines perso, et qui s'en souvient. Et c'était les Gouttoirs. Du coup, le nom était assez automatiquement les Gouttoirs. Donc, je dessinais dedans, mon frère dessinait dedans, on avait quelques copains qui dessinaient dedans. Mais en fait, bon, c'était pas excellent, hein, mais on l'a vendu aux copains, on était contents, on a réussi à les vendre. Et puis après, au deuxième numéro, ils voulaient plus l'acheter parce que voilà, bon, ça marche une fois. Et donc voilà, bon, après, le temps est passé un peu, un an à peine, hein, mais on n'arrivait pas à faire autant de fanzines qu'on voulait. Moi, j'avais adoré faire ça.
pas tellement le côté faire le fanzine, parce que moi, j'ai jamais été très dans la fabrication artisanale, hein, c'était chez un photocopieur, voilà, mais ce truc de mettre des pages ensemble et de mettre ses BD à montrer derrière. Et donc, en 2005, je pense, ou 2004, peut-être octobre 2004, pas 2005, je sais plus, c'était l'anniversaire de mon frère en octobre, et j'avais pas de cadeau, je me suis dit, tiens, je vais lui faire un fanzine qu'on va publier, un nouveau fanzine. C'était Gorgonzola. Et ça allait avec la découverte d'Internet, notamment un site qui s'appelait BD Amateur. Donc ce fanzine-là, je dessinais dedans peut-être un quart des pages, mais les autres pages étaient des gens. C'était la grande époque des blogs BD aussi. Hein, des gens trouvés sur Internet qui étaient d'accord, bien sûr. Hein. Et donc il y avait des Québécois, il y avait un Québécois, donc ça fera le lien avec ma thèse sur la BD québécoise plus tard, en effet. Hein, c'était un peu la découverte de la BD québécoise. Et il y avait des Suisses, enfin que des francophones. Mais c'est vrai qu'en une semaine, j'ai bouclé ce numéro, je l'ai offert à mon frère, je dis, voilà, il y a 70 exemplaires, c'est notre nouveau fanzine. Maintenant, on va en faire tous les 3 mois. Et en plus, tu payes la moitié. Parce que c'est, voilà, les gouttoirs, on paye à deux. Même si c'est très, moi qui décide un peu tout, il valide quand même des choses, notamment sur les albums. Enfin, par contre, mon frère est plus investi sur la partie commerciale, la partie des albums, etc. Mais sur Gorgonzola, c'est un peu mon jouet. Même s'il peut refuser des pages, et c'est déjà arrivé. Maintenant, on a un forum où on partage les images, etc. Et c'est vrai que voilà, c'est parti comme ça. Et c'est vraiment un truc aussi, à une époque, mine de rien, où avec mon frangin, on n'était pas vraiment hyper proches. Et comme on adorait la BD tous les deux, c'était vraiment le truc qui nous a un peu aussi on se trouvait des choses à se dire, et puis on allait en festival ensemble. Et très vite, en fait, il y a eu le premier numéro de Comics Club. Quand j'étais au lycée, je vais être en première ou en terminale, je sais plus. Et il y a eu le Comics Club, et dans le 3 ou 4e numéro, j'ai publié un article qui s'appelle Fanzina de mon cœur, quoi. Où là, je commence à réfléchir sur pourquoi j'aime faire des fanzines. Autant au début, c'était parce que je voulais publier mes pages, parce que personne n'en voulait, j'avais 14 ans, et c'était pas terrible, hein, faut être honnête. Autant là, je me dis, en fait, j'adore faire ça. Et j'avais rencontré Baladi, des gens comme ça qui faisaient des fanzines alors qu'ils avaient une grosse carrière. Et on commençait à publier en Gorgonzola aussi des gens qui avaient fait des albums professionnels et qui publiaient encore dans des fanzines. Parce qu'ils cherchaient un petit labo, des trucs, enfin, des rencontres en festival. Hein, c'était très hasardeux, mais c'était vachement intéressant. En fait, c'est vrai qu'à l'époque, j'avais pas trop de vision de ce qu'étaient les gens connus ou pas connus. Donc, je me suis retrouvé à avoir Blanquet dans un fanzine, Dave Cooper, enfin, des gens comme ça qui envoyé des mails parce que j'aimais bien leur BD. Et il me paraissait aussi important qu'un fanzine obscur que j'avais découvert, qui me semblait, voilà, c'était assez marrant, il n'y avait aucune hiérarchie dans ma tête. Et ça marchait au culot, visiblement. Et donc voilà, mais c'est vrai qu'à ce moment-là, après, j'ai commencé à découvrir toute cette scène-là de la bande dessinée, j'ai commencé à écrire sur les fanzines à côté, beaucoup aussi, et à défendre l'idée d'un fanzine de BD qui n'est pas juste un palier pour aller chez des professionnels, quoi. Et au fil du temps, Gorgonzola, il y avait pas mal de numéros, etc. J'étais étudiant en classe prépa, j'avais pas le temps de faire un numéro tous les 3 mois. Et bon, ça a commencé à devenir une grosse revue, un gros fanzine toujours, hein, parce que c'est toujours très artisanal dans la distribution, mais de 120 pages, 130 pages. Mais avec, il y a eu un numéro sur la BD argentine, en fait, parce qu'on avait un auteur argentin. Et voilà, on a rencontré une chercheuse, elle a fait un article. Et c'était le premier numéro dans lequel il y avait un dossier un peu historique. Et en fait, on s'est rendu compte que ça marchait vachement bien. Les gens avaient bien aimé. Et c'est vrai que Gorgonzola, qui n'est pas un fanzine, qui est lié à une histoire, on va dire. Voilà, tous les gens qui sont dedans, c'est ce gars dans la Mayenne qui a 14 ans, 15 ans, qui découvre des gens sur Internet, qui va les chercher parce qu'il aime ce qu'ils font. Donc il n'y a pas une cohérence comme pas des potes d'école, par exemple, qui se retrouvent et qui font leur fanzine de leur promo d'école, ou des gens qui ont une histoire comme ça, après qu'on voit souvent, ou sur un thème, ou sur il n'y a pas de thème, il n'y a rien. Et en fait, c'est vrai que si on avait souvent dit que c'était un peu bâtard. Pour moi, c'était une sorte de best-of de ce qui se faisait dans le fanzina pour montrer à mes copains à l'école aussi. C'était ça au lycée, parce que c'était la BD alternative, qui faisaient pas de BD. Mais Et finalement, donc, c'est quand même. Il y a que ce côté butinage, voilà, comme tu dis, c'est ce gamin qui est en Mayenne, mais qui découvre le monde et qui le refait partager. Donc, c'est l'esprit aussi du fanzine. c'était ça l'idée, et c'était complètement du fanzine. Mais là, c'est vrai qu'avec le côté, tout d'un coup, ces dossiers critiques que les gens sont mis à apprécier, ces dossiers historiques plutôt que critiques d'ailleurs, les gens sont mis à apprécier. C'est vrai que ça correspondait aussi à mon évolution personnelle, qui dessinait beaucoup moins de bande dessinée, mais qui commençait à écrire sur la bande dessinée beaucoup. Faire des mémoires, on parlera plus tard, mais même des articles sur du neuf, dans Comics Club, sur différents sites, etc. Et c'est vrai que du coup, ça a donné chaque Gorgonzola après a eu un thème, non pas un thème où les gens faisaient des BD sur le thème, mais un dossier critique, quoi, un dossier historique. Et je m'intéressais surtout à ce que j'appelle, bon, un peu pompeusement, mais le patrimoine contemporain, c'est-à-dire des BD, voilà, plutôt, ça va être les années 70, quoi. Pareil, des BD des années 80, 90, du fanzina, du fandom, en fait, hein, de cette scène qui forcément n'a pas de mémoire, encore moins. Alors, on dit la BD a sans mémoire, alors le fanzina de BD. Encore moins. Et donc, c'est un peu une tête d'anthologie et d'histoire aussi. Et dans certains numéros, je me suis même retrouvé dans les derniers à republier des pages
d'histoire d'histoire de certains numéros sur Von Baudet. J'ai pu republier des pages d'un fanzine qui avait fait un dossier aux années 70. Enfin, vraiment, ça se met à tourner. Ouais, Mais d'accord. C'est ça l'originalité quand même de Gorgonzola. Enfin, aujourd'hui, effectivement, là j'ai ce numéro qui, tu dis 120 pages, celui-là il fait presque 200 pages. C'était le numéro 20 au fanzine disparu. Et effectivement, il y a ce côté historique, retrouver les anciens, les témoignages, et puis montrer qu'on est dans le recyclage permanent, mais qu'il y a ce côtoie dans le fanzine à la fois les nouveaux talents ou les talents en devenir, et puis les anciens. Est-ce que c'est une particularité, ça, du fanzine BD, finalement, que les alors, auteurs qui ont commencé dans le fanzina, même s'ils ont un statut après national ou international, continuent à produire pour les fanzines? alors ça dépend lesquels, évidemment, hein, mais il y a toujours en tout cas une affection qui est gardée, on sent. Alors des fois, ça va juste être un petit dessin, un peu dédicace qui donne pour soutenir des voilà. Mais on en a qui continuent vraiment beaucoup. Il y a des auteurs, j'ai cité Paladi, mais il y a Rabin, mais il y avait Rosé dans mon fanzine. Enfin, il y en a beaucoup quand même qui publient et qui continuent à publier. Et l'Aile de Mars, évidemment, bon, lui qui publie partout et pas que des fanzines, pas que des BD, pardon. Ouais. Voilà, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup ça. Ceux qui viennent du fanzina, il y a vraiment deux écoles. Il y a ceux qui l'ont fait parce qu'ils voulaient être plus ou moins visibles. En fait, c'est un peu vain, à mon avis, hein, la plupart du temps. Et ceux qui cherchent un espace. Et c'est vrai que le fait de faire ces dossiers, tu as montré le numéro sur les fanzinos disparus, c'était le numéro anniversaire des 10 ans. Et celui-là, je l'aime beaucoup parce qu'il est. Je t'en montre un autre, là, le 22, que j'aime aussi beaucoup. Mais, parce qu'il parle de maisons d'édition, justement. Le dossier sont des maisons d'édition ou des choses comme ça, un peu oubliées. Et ce qui est intéressant, c'est de republier dans ces numéros des pages dont on parle. Et donc, le numéro sur les fanzinos disparus, j'avais beaucoup aimé parce qu'on avait, sur 200 pages, c'est 60 pages ou 40 pages, 50 pages de dossier, je sais pas, le reste, c'est de la BD contemporaine. Et au milieu, tu mets ces auteurs de BD des années 70, 80, 90. J'avais pris 3 auteurs de fanzines, justement très présents dans les fanzines, qui avaient un peu disparu. Aucun n'est mort, hein, ils vont tous bien. Mais ce qui est marrant, c'est que derrière, ils ont reparticipé à Gorgonzola. Alors, il y en avait un qui était un des pionniers de la BD informatique, enfin numérique, pardon, sur ordi, dans les années 80, Gerbeau. Il publie, maintenant, il fait que des dessins à la plume, il publie des BD, il redessine beaucoup de BD. Il y a El Chico Solo qui était revenu à faire quelques fanzines par-ci par-là, mais voilà, il publie dans tous les Gorgonzola maintenant aussi. Enfin, et j'aime beaucoup ça. On a fait un numéro sur un auteur de Pif Gadget qui s'appelle Jean-Claude Poirier aussi, le numéro 19. Et dans le numéro 22 que tu tenais, là, il y a une BD de Jean-Claude Poirier que sa fille m'a laissé publier, plus pour adultes, enfin voilà. Et, ça, et là, pour le coup, ils sont publiés dans les dossiers, ils sont publiés comme n'importe quel matériel au milieu des autres. Alors en préface, j'explique quand même que c'est pas négatif, des BD des années 80, des BD voilà. Mais finalement, ils sont publiés à même niveau. Et ça, c'est un truc que j'aime, qui correspond à ce gamin un peu de Mayenne, un peu perdu, enfin pas perdu, mais qui sait pas à qui il parle et qui mélange tout. Et ça, j'aime bien. Et c'est Mais ça qui il y a t'a vraiment amené petit à petit finalement à prendre un peu de recul et qui t'a poussé vers des études doctorales sur la bande dessinée. Tu t'es dit, tiens, j'ai envie d'aller creuser encore un peu plus et d'étayer tout ça, cette il y a histoire. de ça. Il y a de ça, il y a de ça. En fait, tu as eu un. J'écrivais tout le temps sur la BD et à un moment, je me suis dit, bon, j'ai fait ma licence de bibliothécaire, enfin BTS des fabrications en édition avant. Et une fois que j'étais en poste, j'écrivais toujours, mais c'est quand même idiot. Moi, j'aime bien chercher, j'aime bien aller plus loin et en plus, ça me rapporterait un statut universitaire, enfin, ça veut dire, mais ça valide des choses. J'avais déjà commencé le travail, quoi. Donc autant commencer, quoi, autant continuer. Mon premier master, il était sur Pif Gadget, en l'occurrence, mais que aussi un sujet que j'ai creuse pas mal. Et mon master d'histoire, du coup, mon master 2, lui, il était sur le fanzina de bande dessinée de 62 à 73, donc de sa création, 52 d'ailleurs, je sais même plus. Faudrait que je regarde, je crois que c'est 62, Gifwif. Faudrait vérifier la date. Hein. Tu sais ce que c'est, les études, hein, on connaît un truc par cœur, on travaille dessus pendant des puis après, bon, Oui. voilà, on a un peu marre, donc on ne regarde plus la date en détail. Mais je m'étais vraiment intéressé à ces débuts du fanzine parce que c'est vrai qu'il faisait un lien avec Gorgonzola qui est fort pour faire une brève incartade historique. Je pense que ça peut être un moment intéressant. Une brève incartade historique. Voilà, le fanzine de BD à son origine. Bon, t'as Gifwif qui est un club de lecteurs vraiment, hein, des gens viennent. Bon, t'as Alain Resnais, t'as Jodorowsky, t'as Evelyne Sulero, enfin c'est marrant, des grands noms comme ça, qui créent ce club d'amateurs de BD, surtout pour rééditer et reparler de leurs BD d'avant-guerre et échanger des BD entre eux, etc. Mais ils publient une revue, enfin un fanzine. C'est plus un bulletin de club à l'origine. Mhm. Et après, tu vas avoir beaucoup de choses qui vont se créer comme ça. C'est vraiment beaucoup à l'origine. J'ai fait un petit partage d'écran pour montrer ma fanzine de 69, qui est très intéressant comme. Est-ce que tu vois là? Ouais, très bien. Ah ouais, je Tu vois trouve. voilà. Ça, c'est un document assez intéressant, 69. Donc là, on est vraiment sur les fanzines tapées à la machine, quoi. Voilà. Hein, Mhm. tu peux le voir. Voilà, c'est des fanzines à l'ancienne. Hein,
mais avec un article historique sur la consécration d'un art, et puis après le coin du collectionneur, hein, là, où expliquer comment on va échanger des BD, etc. Et puis voilà, donc, et la Gazette, le coin du collectionneur, ça va être vraiment des trucs un peu des listings, hein, des choses très bibliographiques, et voilà. Et il y a des petites annonces, évidemment. Donc François Rivière, qui est un scénariste de bande dessinée assez connu, d'ailleurs, c'est assez marrant, hein. Et en fait, l'éditeur de ce fanzine, il est très important, en fait, parce que c'est assez marrant. Je sais pas si c'est signé d'ailleurs, ça doit être signé quelque part au début, je pense. Jacques Glénat. Bah, c'est Jacques Glénat, oui, oui. Alors, je vois pas, ce numéro-là, c'est pas écrit là, ça doit être écrit quelque part dedans, mais c'est le petit Jacques Glénat qui lui pareil, on dit, alors soit un légende dit en culotte courte, hein, mais voilà, qui a agrafé son fanzine avec sa grand-mère et Numa Sadou, voilà, et qui va arrêter ses études de médecine pour faire son fanzine, qui va devenir les cahiers de la BD, puis les éditions Glénat, qui va devenir le monstre d'édition d'aujourd'hui. Puis on voit le titre dessiné à la main. On voit le titre dessiné à la main avec les modèles, la lettre A7, utilisé avec des rotrings. Et alors, au fur et à mesure, ce fanzine, c'est marrant parce que, genre, au numéro 3 ou 4, ça devient. Il y a beaucoup plus de collaborateurs qui arrivent. Glénat arrête d'écrire quasiment dedans. Et tu vas avoir un dessin en couverture, un dossier sur un auteur, etc. Ça va beaucoup être ça, les fanzines de BD. Ça va être des dossiers sur des auteurs, avec une interview, des petits articles, et puis des BD inédites ou des dessins inédits. Ça, c'est un truc qui se fait beaucoup. Voilà, hop, alors j'arrête le partage d'écran. Parce qu'il arrête en 71, il doit arrêter. Ah bah, il arrête assez tôt comme ça, mais ça devient, je trouve, les cahiers de la BD, mais ça devient plus un magazine. Voilà, alors il y a plusieurs étapes même dans, je trouve, les cahiers de la BD. Mais c'est vrai qu'après, il devient l'éditeur, il publie ses premiers livres, etc. Mais il va beaucoup jouer de cette légende, quand même. Enfin, qui n'est pas une légende d'ailleurs, hein, c'est vrai. Hein. Mais il va parler beaucoup il va enjoliver une légende quand même. Mais c'est marrant parce que dès qu'on le lit, c'est déjà très. Il parle beaucoup des questions économiques, ce qui est assez rare dans les fanzines. Mais on sent déjà le futur. Voilà, c'est quand même assez impressionnant. Mais c'est vraiment un modèle important. Alors, tu vas avoir ça beaucoup. Rantanplan en Belgique. Bon, il y a d'autres fanzines de ce type-là. Hein, voilà. Les fanzines vont parler de BD comme ça. Et c'est souvent, on a un modèle, un auteur, en interview, il y a un dessin dédicace en couverture. Tu en as qui sont très bons clients. Tu parlais des auteurs, alors, ils n'ont pas forcément fait de fanzine à l'époque, hein, mais un Franquin va être de tous les fanzines qui vont lui demander. Mobius ou Bilal, plus tard, donneront beaucoup d'interviews aux fanzines, parce que c'est des stars aussi, mais aussi parce qu'ils acceptent toujours de jouer ce jeu-là. Alors que, bon, ils sont connus, etc. C'est vrai qu'il y a cette particularité du fanzinat peut-être pour ça. Est-ce que c'est aussi une des particularités, moi je vois sur les salons de BD, on voit quand même la proximité des auteurs avec le public, qui peuvent passer 10 minutes, un quart d'heure à faire un dessin gratuitement. On connaît la problématique autour de ça. Donc il y a cette idée de partage quand même, et pas, moi qui viens plutôt du fanzine musicaux, de Star System, hein, la star inaccessible, qui est dans les loges, alors que les auteurs de BD, ils sont au contact du public en permanence. C'est clair que ça arrive pas, ça peut pas arriver comme ça. En effet, on va pas venir voir un concert et acheter le fanzine après. On est là, on achète le truc en direct. Il y a même des auteurs comme Westerlin, qui est l'auteur de poche, qui publie son propre fanzine, qui vend sur les salons en plus des albums pour gagner un peu plus d'argent. Enfin, voilà, c'est des choses qui existent. Voilà, et c'est vrai que nous-mêmes, dans les fanzines, tu as les fanzines, ils sont pas à côté des auteurs, généralement, ils sont un peu au fond, près des toilettes, mais malgré tout, ils sont pas loin. Et donc, ils peuvent aller voir les auteurs. Et beaucoup d'auteurs de Gorgonzola, c'est des gens que je suis allé voir en salon en disant, tiens, je fais un fanzine, je vous le donne, mais si vous avez quelques pages qui traînent, vous avez envie de faire des dessins, voilà. Bon, tout le monde dit pas oui, bien sûr, mais il y en a pas mal qui disent oui quand même. Et pourtant, c'est bénévole, c'est machin. Mais certains me disent même, je préfère faire ça pour un fanzine parce que moi, c'est bénévole, mais on le sait dès le début, quoi. Voilà, il n'y a pas de risque, on sait où on va. Il n'y a pas de. Voilà, il n'y a pas de. Et juste pour continuer sur les fanzines, un truc intéressant qui fait bien Gorgonzola, tu as eu après ce genre de fanzine, PLG, par exemple, qui est un fanzine assez important, qui s'appelle PLG PPUR, plein la gueule pour pas un rond. Bon, qui à la base était aussi un fanzine à photocopie, enfin pas photocopié parce que c'était pas des photocopies à l'époque, mais voilà, lettres A7, très agrafées, etc. Mais qui est devenu en fait ce que j'appellerais un fanzine. C'est un fanzine critique, hein, tu as des articles, tu as des interviews, le modèle de la grande interview avec l'image, mais tu as aussi des BD d'auteurs contemporains, de jeunes auteurs, etc. en même temps. Ça, lui, c'est 78, quoi, je crois, PSG qui se crée. Falatov, future édition Artefact, en 71, c'est un peu le même modèle, hein. Et ça devient le modèle un peu classique en BD, c'est l'interview d'un auteur et des BD d'amateurs à côté. Pour essayer de vendre un peu ce BD, on va mettre un auteur connu. Voilà, Mobius, Bilal, il en a eu beaucoup. Voilà. Et ça, c'est le modèle qui va s'imposer pendant pas mal d'années. Et au milieu des années 80 et 90, ça se renverse encore, ça devient que du fanzine de création. Et en fait, il n'y a plus du tout de critiques, voilà. Enfin, plus du tout, il y en a encore, hein, mais il y en a beaucoup moins.
Et vraiment, aujourd'hui, c'est quasi inexistant. Ça, qu'il y a Internet. Là, pour le coup, Internet a pas mal remplacé, je pense, le fanzina, mais pas pour la création, parce que les gens continuent à avoir besoin du format, du papier, etc. C'est vrai. Et on a de temps en temps des pics des gens qui veulent refaire un peu de critique sur la BD. Et ça, Gorgonzola s'inscrit dans cette tradition-là, cette découverte du fanzine mixte et tient ça, le fait de mélanger le dossier, alors, qui n'est pas forcément sur un auteur connu pour le coup, mais qui est sur un auteur ou un éditeur ou quelque chose avec des rééditions et des BD contemporaines, c'est vraiment cette tradition-là. T'as quand même quelques autres revues qui tiennent ça. Hein. Tu avais eu Dan Pipi Comics à une époque qui mettait aussi des dossiers historiques de la création, mais c'est vrai que le plus ancien, c'est Gorgonzola aujourd'hui. Mais après, il y en a régulièrement d'autres qui se créent avec des articles, mais c'est vrai qu'on est beaucoup sur du fanzine maintenant de création. Par exemple, j'en ai un là, Duel entre les classes sociales, c'est un fanzine de l'école des Beaux-Arts d'Angoulême. Ça, c'est beaucoup les fanzines d'école aussi maintenant. Alors, c'est pas des fanzines institutionnels, au sens où c'est quand même les étudiants qui les font en dehors de l'école, mais c'est avec les moyens de l'école, donc ça permet de. Oui. Voilà. Ah, justement, si tu parles des moyens, ça me fait penser aux techniques d'impression. Une des différences peut-être des plus importantes quand on compare les fanzines de BD aux fanzines, on va dire, de punk, par exemple, les 70-80, c'est que c'est vrai que les fanzines de BD sont souvent moins en photocopie, plus en offset. Donc il y a ce besoin quand même d'une qualité d'impression importante. C'est-à-dire autant les fanzine punk s'en fichaient d'avoir des photocopies crades, autant pour de la BD c'était décevant. Donc est-ce que il n'y avait pas un ticket d'entrée qui était plus important pour créer son fanzine parce qu'il fallait payer l'offset Est-ce que c'est quelque chose que toi tu as observé? Complètement, au début, c'est clair. Après, bon, les premiers Schtroumpfs sont pas en offset, mais il n'y a pas d'image. Enfin, assez vite, ça monte en offset parce que c'est vrai qu'il n'y avait pas l'impression numérique. Et pour pouvoir tirer, c'est vrai que ça donne des choses assez étonnantes. On voit des chroniques de fanzine, il y a un petit fanzine tiré à 2000 exemplaires. Enfin, ça paraît complètement délirant. Ouais. C'est vrai qu'on est sur il y a des plaques d'impression, mais tu avais des subterfuges. Par exemple, le Fanatop, dont on parlait, qui est fait un peu fact, à la base, c'est financé par la MJC du coin. C'est censé être un projet de MJC, et en fait, ils ont détourné complètement l'argent pour faire leur projet. Enfin, ils n'ont pas détourné l'argent, mais ils ont porté le truc. Et à partir du moment où le truc a eu les reins assez solides, finalement, ils ont pris leur indépendance. Bon, alors PLG, je pense qu'ils avaient des sous un petit peu familiaux qu'ils ont récupérés, et puis ils ont lancé le truc. Mais c'est vrai qu'il y avait un ticket d'entrée plus élevé que la photocopie du coin Crado. Après, ça existait, des fanzines Crado, voilà, mais c'était Crado, c'est vrai que ça ne marchait pas trop. Il y avait quand même une volonté. Mais il y a des trucs, j'avais feuilleté un fanzine qui s'appelait Vitriol dans les années 70. Ah oui, c'est marrant, c'était du texte, beaucoup, il y avait quelques dessins. Alors, c'est vrai que pour les fanzines de texte, c'est moins gênant. Mais c'était un fanzine sur le fandom et qu'insultait les gens du fandom, qu'insultait Thierry Martens, Nima Sadoul ou Philippini qui étaient dans tous les fanzines. Enfin, c'était assez drôle, il y avait vraiment des guerres. Tu sentais vraiment un truc quand même assez dense. T'as dans Spirou, dans les années 70, aussi quand même une chronique qui s'appelait Et les fanzines, d'une page consacrée aux fanzines. Si c'était toutes les semaines, c'était un rédacteur en chef qui le faisait très régulièrement et pendant plusieurs années, ce qui est quand même assez incroyable en termes de diffusion de ce que c'est du mot fanzine et tout ça. Alors c'est là qu'il parle en fait d'un petit fanzine tiré à 3000 ou 4000 exemplaires, et tu fais wow. Bon, mais ça a changé avec l'impression numérique et la photocopie laser quand même. Après ça, on parle des années 2000, pas des années, 90-2000, pas des années 80. Mais c'est vrai que quand tu vois PLG, très vite en fait, ça donne un côté en BD à l'époque où il voulait aller vers l'album, vers le côté un peu luxueux, par des bonnes impressions en effet, ça c'est vrai. Mais bon, ça a quand même changé. Et aujourd'hui, tu vois plutôt un truc, c'est beaucoup lié aux études d'art, mais pas que, d'avoir de la risographie, de la sérigraphie, voilà, faire des choses un peu arty. Alors, tu as différents discours là-dessus. Moi, je suis toujours été très loin de tout ça, même si j'en vois évidemment l'intérêt. Et, voilà. Il y a quand même des modes dans la risographie, ça commence à m'énerver, parce que tout le monde fait de la risographie. Parfois, c'est très bien, ça a du sens. Moi, j'ai une très belle revue, Bien Monsieur, qui est en riso, je crois, qui est une revue politique super bien faite par bien Monsieur, qui maintenant est diffusé en librairie, etc. Bon, ça a un peu changé. Mais ok, bon, ça a du sens, peut-être qu'ils le reproduisent à eux-mêmes, donc ça a un certain sens comme ça. Je sais que quelqu'un comme LL de Mars considère que le vrai fanzine, c'est celui qu'on produit vraiment soi-même, qu'on fabrique de bout en bout. Voilà, donc après, il y a différentes visions, et donc là-dessus, avoir son propre outil, c'est important. Mais c'est vrai qu'on voit beaucoup aussi aujourd'hui, comme c'est le dessin, il faut que ce soit graphique, il faut que ce soit du grand format, du beau papier, des choses comme ça. Moi, je crois encore au fanzine un peu pourri, fait sur la photocopieuse, mais c'est vrai qu'il est moins pourri dans les années 70 quand même. Regarde, moi j'en ai un que j'ai récupéré là. Alors tu le reconnais, voilà. Je le vois pas.
Ah oui, tu le vois pas, pardon. Et c'est toi, tu le Ah vois oui, c'est là-haut. ceci est mon corps, C'est voilà. celui-là. Je Alors, vais montrer le mien. moi, tu parles de fanzine un peu crado. Je le conserve, moi, tu vois, sous un emballage plastique bien scellé parce qu'en fait, il y a des chats qui se sont laissés aller dessus. Donc, il est très Ah, odorant désormais. très crado, très Voilà. punk. Mon Dieu. Non, mais ça, bah, typiquement, c'est lié à cette histoire du founding. Gorgonzola, à l'origine, c'était ça, hein, c'était un photocopié comme ça, voilà. Après, moi, j'ai pas de haine des beaux fanzines bien fabriqués, hein, mais c'est juste que des fois, il y a des prix qui sont un peu délirants pour moi, parce qu'on parle de fanzine d'artistes, ça m'énerve. Enfin, voilà, j'aime bien le fanzine. Pour moi, le côté du prix du fanzine est important. Et même si Gorgonzola est obligé d'augmenter son prix à 10 euros parce qu'il fait 200 pages, ça, c'est toujours une souffrance, quoi. Je me dis, voilà, j'aimerais qu'il soit le moins cher possible pour pouvoir le vendre. Et le fait de pas avoir d'intermédiaire, pas avoir de libraire, quand même, ça permet ça. Même si Bon, en ce moment, après, sur les salons, c'est la question de l'absence de profit ou pas. Et effectivement, dans une démarche artistique, souvent c'est le travail de l'artiste qui va être vendu via le fanzine ou l'œuvre c'est d'art. Donc sûr, la démarche est un peu différente, effectivement, par rapport au fanzine d'information ou de critique bien qui, sûr. lui, peut être no profit. C'est sûr, c'est plus idée le mot fanzine, du coup, me paraît un peu. Voilà. Bon, bah, après, bon, ça, pas très important, hein, c'est mon propre. Il n'y a pas été une définition très forte, mais ça, pour ceci est mon corps, qui est mon fanzine autobiographique, en effet, que j'ai publié, mon égosine, que je publie je sais pas trop quand, parce que le dernier, la date de janvier, j'ai dû en faire 6 depuis 2012, mais 4 hors série en plus, donc celui que tu vas présenter. Donc c'était voilà, c'était un peu absurde. Mais ça, c'est un récit autobiographique et c'est vraiment dans la mode du fait que d'avoir. Gorgonzola, c'est quand même lourd. Et, le, et déjà, je ne trouve pas le niveau pour publier dedans. Et donc, j'avais quand même envie de publier des BD. Et donc, j'ai fait un fanzine à côté pour le faire. Et en même temps, je retrouvais les côtés où je pouvais décider de faire un fanzine 4 jours avant, aller chez le photocopieur et photocopier, quoi. Ouais, Toujours le cette même urgence. photocopieur que Mm. les butoirs. Et ça, voilà. Même si en l'occurrence, c'est pas de la photocopie artisanale, je lui envoie le fichier PDF, finalement, il l'imprime, ça s'aggrave tout seul dans la machine. Enfin, voilà. Je pourrais économiser en agrafant moi-même, mais bon, voilà. C'est vrai que c'est un truc que j'aime beaucoup et j'aime ce rapport-là au fanzine. Et je trouve que dans la démarche d'un fanzine en plus autobiographique, quand même très intime, le fait qu'il soit tiré à 100 exemplaires, je connais quasiment, je peux contrôler presque chaque vente. Je Ouais. vois qu'il achète. Mm. Donc au début, je pensais avec les copains, mais en fait, il y a d'autres gens qui les achètent en festival, etc. Alors en vrai, je m'en souviens pas. Hein. Puis ils peuvent le prêter à quelqu'un, quelqu'un peut le lire, c'est déjà arrivé. Et tout d'un coup, quelqu'un m'a écrit un mail depuis Le Havre en me disant oui, j'aimerais bien acheter la suite et je ne sais pas qui c'est. Et ça, c'est très surprenant. Je me dis, qui est ce type qui lit ma vie? C'est quand même bizarre. Je ne connais pas du tout. Et donc, ça, c'est plutôt flatteur dans un sens, mais c'est quand même, voilà, c'est quand même vachement intéressant. Malgré tout, j'aime bien ce côté, justement, voilà, il passe que par moi, c'est moi qui le vends. Et même malgré ça, il peut y avoir des failles et quelqu'un peut tomber dessus. Mais voilà, c'est ce que je trouve qu'il y a un vrai rapport intime aussi à la production là-dedans, à petit tirage et au fait de le vendre en direct. Et ça, c'est vraiment un truc qui est lié au fanzina pour moi, qui est lié à cette pratique très proche. Alors tu Alors même parles si la forme, d'autobiographie. Alors justement, ça t'a amené là à démarrer des études doctorales. Tu peux nous en parler? Ça débute, mais donc du coup le là, rapport avec c'est la photographie est très loin en fait en réalité, mais j'ai commencé à travailler sur un sujet de doctorat sur Sylvie Rancourt, qui est une dessinatrice québécoise autobiographe, qui faisait des fanzines dans les années 80, qui racontait sa vie de danseuse nue, comme elle dit, voilà, et qui auto-éditait ses BD, et qui a vraiment un dessin extrêmement. Ça, c'est une BD assez récente, hein, mais qui peut paraître très amateur, hein, voilà, et qui raconte sa vie de manière assez crue et assez surtout frappante. Alors, je dirais pas naïve, parce qu'elle est loin d'être naïve, mais vraiment, voilà, très déstabilisante finalement. Elle raconte ça, et ça a été, elle le vendait dans les sex shops à la base, hein, enfin dans les endroits où elle dansait, voilà. Et ça a été un succès assez important de la BD québécoise, mais toujours un peu caché en dehors du milieu de la bande dessinée, quoi. Et j'ai commencé à vouloir faire un doctorat sur elle parce que ça m'a passionné, surtout qu'elle continue à faire des fanzines. Ça, c'est un fanzine récent qu'elle a publié il y a quelques années. Alors, il est fascinant parce qu'on voit ce côté que je disais pas si naïf, c'est-à-dire que par exemple, là, c'est la couverture, c'est un resto du coin d'où elle habite, hein, dans le fin fond de la campagne québécoise. Elle vend les couvertures aux commerces locaux pour publier les productions. Enfin, c'est quand même ok, c'est pas une approche si naïve que ça. Et dedans, il y a des pubs pour aussi ces ventes de, euh, d'objets de bien-être et pour avoir des tatouages à moitié prix. Enfin, c'est assez marrant. Mais du coup, je voulais travailler sur elle, et à la fois sur son travail et sur son rapport au milieu de la bande dessinée et à l'objet aussi complètement, voilà, parce que l'objet est quand même complètement dingue. Aussi à côté, elle considère dans son œuvre aussi bien une cravate qu'elle a fait. Enfin voilà,
C'est une approche de la vision de l'œuvre aussi qui est vraiment passionnante. Mais j'avais commencé un projet de doctorat sur elle que j'ai pas poussé jusqu'à l'inscription, même s'il avait été accepté pour des raisons de frais au Québec. Je voulais le faire au Québec, ça coûtait très cher. Moi. Et finalement, cette année, j'ai débuté mon doctorat sur la bande dessinée québécoise. Donc elle va en faire partie. Et le fanzine en fera partie aussi, évidemment, puisqu'il y a beaucoup de liens. Évidemment, je fais un doctorat sur la bande dessinée québécoise et ses circulations avec l'Europe francophone. Et on a beaucoup d'auteurs en fait, québécois qui vont publier dans des fanzines en France. Donc ça, c'est important aussi, parce que c'est un peu le débouché, forcément. Et on en voit, notamment par exemple le fanzine La Monstrueuse de Blanquet, il y a Cyrus, il y a Richard Suicide, Henriette Valium ou Julie Doucet sont dans les fanzines aussi, et publiés en France via les fanzines. Donc voilà, ça sera une part de mon doctorat, mais c'est pas mon doctorat ni sur l'autobiographie ni sur le fanzine, mais c'est prégnant parce que parmi les auteurs majeurs québécois, il y a beaucoup d'autobiographes. Même Paul à Québec, qui n'est pas un fanzine du tout, là, mais Paul ou ce que faisait Guy Delisle sont des autobiographies. Donc c'est vrai que c'est assez marquant. Est-ce que pour conclure, tu peux nous parler de ce Gorgonzola 25, numéro 25, Oui, alors j'aimerais bien. dont on voit la couverture. Le dernier Gorgonzola, c'est Gorgonzola 24 sur la BD croate. Il est sorti il y a un an avant celui-là, en janvier 2019. Et Gorgonzola 25 avec une belle couverture de l'Argentin, de l'Argentin Hernan Siriani, qui est hilarant. Devait sortir en janvier 2020 pour Angoulême, et finalement j'étais en retard, il n'est pas sorti, on s'y sortira dans 6 mois pour un autre festival, et comme tous les salons ont été annulés, il n'est toujours pas sorti. Donc c'est un truc un peu maudit qui me. Et donc il va faire sans doute les 220 pages, parce que du coup j'ai reçu les pages pour le numéro d'après, donc je les rajoute dedans. Et j'ai un peu de mal à m'y mettre, pour être honnête, parce que c'est un peu dur en cette période-là, on ne sait pas trop. Et Gorgonzola ne vit vraiment que sur les salons. Nous, on vend un peu sur Internet, mais c'est les salons qui comptent. Ouais. Voilà. Alors, on a fait un ouvrage quand même, une adaptation de texte biblique en bande dessinée. Alors, je vais le montrer parce que quand même. Voilà, ça s'appelle Un vent violent, mais là, c'est pas un fanzine, c'est un. Bon, il est diffusé en librairie et il sort en mars. Et on a sérigraphié la couverture manuellement. C'est la première fois en 15 ans de fanzine que je sérigraphie quelque chose. Wow. Donc c'est dire que voilà, le chemin est encore long. Voilà. Et donc ça a été fait au atelier de Bruck-sur-Aff, donc chez Lettres de Mars justement, avec Essai de Trogoff, qui est l'autrice de ce livre. Mais donc on a fait des choses comme ça, parce qu'il va sortir en librairie, on a commencé à le vendre, mais Gorgonzola, j'ai vraiment besoin d'être sur un salon pour le vendre. En plus, c'est bête à dire, mais il y a 50 auteurs, et quand on va en Angoulême, on leur donne en main propre, ça économise les frais de port qui sont monstrueux. Aujourd'hui, envoyer un Gorgonzola, ça coûte dans les 5 €, alors que le bouquin coûte 10 €, tu vois. Donc c'est vrai que j'attends Angoulême, et Angoulême ayant été reporté à nouveau, là normalement en juin, j'ai bon espoir de le sortir pour juin. Alors pour le dossier 44 qu'on voit sur la couverture, ça peut surprendre. On annonce toujours le dossier en couverture, mais c'est pas le thème de la couverture. Voilà. Et 44, c'est vraiment un auteur complètement inconnu. Il n'est même pas oublié, il est inconnu. C'est un auteur de Gravzine des années 90 qui a fait 3 ou 4 fanzines et un bouquin en dernier cri. Mais en fait, il se trouve que j'ai tombé dessus, moi, via Yvang, et j'avais adoré ces trucs-là. C'était extrêmement brut, extrêmement violent. Je vais avoir ces fanzines, là, parce que je suis là pour me forcer à travailler dessus, ils sont à côté. Cauchemar, voilà. Ah oui. Et c'est un auteur dont j'ai adoré lire ces trucs. Ouais. Et il est complètement inconnu, voilà, donc c'est des choses assez brutales. Pour le coup, c'est une photocopie toute dégueulasse. Et lui, voilà, ce genre de truc complètement bizarre. Et donc, il avait complètement disparu, on ne savait pas du tout où il était. Et en fait, il y avait un vieux numéro qui traînait, et j'ai appelé, c'était ses parents. Et ils avaient encore son contact, bien sûr. Voilà. Et en fait, il a accepté qu'on leur réponde à quelques questions. On va republier même des travaux qu'il avait fait Alors, il a arrêté de dessiner, mais il y a 10 ans, il avait quand même fait des pages. Il me les a envoyées. Et donc, il était très touché. Donc, ça m'embête un peu en plus, parce que du coup, je ne sors pas le numéro et de se demander ce qui se passe. Mais j'espère qu'il va sortir. Et ça va me motiver de le faire, là, quand même. Donc, j'espère qu'il va sortir en juin pour Angoulême. On découvre ce temps 44. On se retrouve au Wild Saloon à Saint-Malo fin août. Aussi, mais j'y serais bien volontiers. Mais le numéro sera déjà sorti. Et c'est juste pour dire, c'est vraiment un truc qui est vraiment intéressant pour nous, c'est ce lien qui se crée dans Gorgonzola. Parce que lui, il était lié à Yvang, qui est un auteur de Gorgonzola depuis très longtemps, qui faisait des fanzines. Et en fait, au fur et à mesure, même s'il n'y a pas un groupe d'école, comme je disais, ou un groupe d'amis historiques, tu retrouves dans chaque numéro maintenant une équipe qui se crée quand même, avec des gens qui passent, qui reviennent. Mais il y a vraiment une équipe, il y a une équipe de Gorgonzola, quoi, qui est à peu près évidente et qu'on trouve à chaque numéro. Et donc, ce numéro 44, c'est sur un dossier, pour le coup, pas du tout vendeur. Mais je suis très impatient qu'il sorte parce que j'y pensais depuis dans Offensino disparu, que tu montrais, et ce sera la conclusion. Je parle en introduction de 44 dans le texte et je dis c'est quelqu'un dont j'aurais aimé parler, mais on n'a aucune idée d'où il peut se trouver. Peut-être un jour.
Et voilà. Et ça se réalise. Qui a été retrouvé. Bon. Merci beaucoup, Maël. Non, merci à toi, hein, et désolé pour le souci. Retour sur le plateau, merci Maël Ranou, c'était passionnant. Donc Maël, vous pouvez le retrouver bientôt le 25 mars. On fait un atelier à Casines qui sera évidemment diffusé en ligne. Donc le 25 mars, il nous parlera de bibliothèque et fanzine BD. Et il interviendra également le lendemain, le 26 mars, lors d'une journée d'études sur les fanzines organisée par la Bibliothèque nationale de France, qui sera également diffusée en ligne. Alors c'est la fin de l'émission, on va terminer avec des actus. Et je voulais vous parler d'un fanzine que j'ai reçu il y a 2 jours, que j'ai commencé à lire. Je ne sais pas terminé, mais c'est déjà passionnant. Ça s'appelle Makerzine. Donc c'est un petit peu un fanzine, c'est un fanzine de maker, mais c'est au-delà de ça, c'est vraiment la collision, la réunion de 2 univers qu'on pourrait penser parallèles et qui ont en fait beaucoup de choses en commun. Celui des makers et puis celui des fanzineurs, donc autour du do-it-yourself, que ce soit le bricolage littéral ou le bricolage éditorial des fanzineurs. Alors, ce fanzine, il est édité par toute une équipe, dont Marie Daubert. Marie Daubert qui éditait, alors moi je connaissais Marie depuis milieu des années 90. Puisqu'elle a commencé par éditer un fanzine qui s'appelait Démophone autour de la pop Lofi. Alors c'était un fanzine, alors déjà vous voyez là, il y a quand même une continuité entre Démophone, qui doit être aux alentours de 96, elle me corrigera si je fais une erreur, et on l'aura en invité dans une émission prochaine. Donc Démophone, c'est un fanzine qui fait fin des années 90, qui faisait un petit peu cette transition, qui renouvelait un petit peu le genre. On était passé avec des fanzines en PAO, on va le dire, hein, dans la pop. On pense à Magic Mushroom, on pense à Another View et d'autres, et qui s'étaient éloignés du bricolage des punks des années 80. Et là, avec Démophone, on était à la fois sur la maîtrise de la PAO, et puis de nouveau, voilà, du Lofi, du fait main qui était réintroduit. Et puis la particularité, c'était aussi que c'était un fanzine Démophone qui livrait des démos, dont des groupes comme Play-Doh, Celluloid Mata, que vous entendez en fond sonore. Donc il y a eu à la même époque, il y avait 18 Jardins, qui étaient, on va dire, dans la même veine, mélange entre la PAO et le fait main. Et donc là, Marie nous revient avec Makerzine, donc je vais vous montrer quelques extraits. Alors je vais le retrouver là. Voilà. Vous pouvez retrouver Makerzine. Donc vous avez le site. Sur Linktree, tapez Makerzine, et vous avez 2 numéros qui ont été publiés. Voici le premier numéro. Donc c'est sorti en avril 2020. Donc c'est quoi faire pendant le confinement. Donc ça existe à la fois on va dire en PDF, en ligne gratuitement, et en version imprimée. Donc je vous laisserai aller voir le contenu. Et puis moi je vais vous parler un peu plus de ce deuxième numéro. Deuxième numéro avec un petit peu l'histoire du Maker Maggle, un peu c'est quoi le premier maker, qu'est-ce qu'on appelle vraiment les makers, l'histoire des hackers aussi, ça veut dire quoi hacker. Voilà, feuilleter, je vais diminuer la taille. Voilà, William Morris, le premier maker. Ce sera plus simple de le feuilleter comme ça. Et puis aussi les liens avec le compagnonnage. Le compagnonnage, est-ce que c'est pas un petit peu des bricoleurs mais qui visent l'excellence, alors que les makers c'est plutôt des bricoleurs amateurs. Alors je vais baisser le son là. Voilà. Et puis on va arriver. Ah, j'ai raté des pages. Bon, c'est pas grave. Je vais enlever ça, je vais vous remettre feuilleté ici, une considération sur la place des makeuses dans les Fab Labs notamment. C'est assez intéressant à lire. Et puis il y a ce côté, alors c'est pour ça que la version papier est quand même assez intéressante, parce que il y a le Méli-Mélo Maker,
où là, évidemment, pour que ça fonctionne, il faut découper les pages. Et puis, vous avez donc découpé suivant les pointillés. Et comme ça, vous pouvez combiner les personnages préférés que vous retrouvez dans les Fab Labs, par exemple. Alors voilà, Makerzine par Marie Daubert, et pas que Marie Daubert, mais toute une équipe que j'espère avoir comme invité dans une prochaine émission. Et on va terminer avec quelques actus sur les salons fanzines qui commencent à être reprogrammés. Donc on aura eh bien, autour du 20 août, je crois que c'est 19-22 août, les universités d'été du fanzine à la Fanzinothèque de Poitiers, avec plein d'animations. Et puis la semaine suivante, dernier week-end d'août, 28-29 août, on va tenter de réorganiser la deuxième édition du Wild Zine Saloon, donc le salon sauvage du fanzine. Il sera un petit peu moins sauvage cette année. On va être en partenariat avec l'Institut du Design et les étudiants de l'Institut du Design qui vont œuvrer aussi à la préparation de ce salon qui devrait avoir lieu en plein air. Donc on ne dit pas encore le lieu. On va être limité à une 15-20 exposants. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à nous contacter prochainement. Voilà, eh bien ça va être déjà la fin de cette première émission, troisième émission Zine TV. Autre rendez-vous en ligne, donc je vous le disais, le 25 mars. On se retrouve sur ce même créneau pour un atelier Akazine autour du fanzine et de la bibliothèque, avec comme invité Marie Bourgoin de la Fanzinothèque de Poitiers, Valérie Malnard du Fanzinarium de Paris et de Bibliothèque Forney, Maxwell qui était venu lors de la première émission de l'assaut Scène de Rock en France, et puis Maël Ranou que vous avez entendu tout à l'heure. Et on se retrouvera aussi le lendemain pour une journée d'études à la Bibliothèque nationale de France. À très bientôt. Au revoir.